Bonjour, je suis le docteur Rakiwad. Dans cette séance, nous étudierons l'épiphyse proximale de l'humérus. L'épiphyse proximale de l'humérus correspond à l'extrémité supérieure. Elle est volumineuse et arrondie et participe à l'articulation scapulo-humérale. Nous avons ici l'articulation scapulo-humérale entre la scapula et l'extrémité proximale de l'humérus. On y distingue au niveau de cette extrémité proximale des reliefs dont 3 saillies et 3 dépressions. Les 3 saillies sont constituées par la tête humérale, la tête de l'humérus, c'est cette partie arrondie, le tubercule majeur ou trochitaire et le tubercule mineur ou troquin. 3 saillies constituées par les 2 tubercules, le tubercule majeur qui est latéral, le tubercule mineur qui est médial et la tête humérale qui s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula. Les 3 dépressions correspondent au col anatomique, le col anatomique qui sépare la tête humérale avec la surface articulaire des 2 tubercules majeurs qui est latéral ou trochitaire et le tubercule mineur ou troquin. Au niveau de ce col anatomique va s'insérer la capsule articulaire et les ligaments gléno-huméraux. Deuxième dépression, il s'agit du col chirurgical qui sépare la diaphyse de l'épiphyse proximale de l'humérus. Le col chirurgical, c'est cette zone de rétrécissement, cette zone d'étranglement. Donc, on parle de col chirurgical parce que sujette à des fractures et de ce fait à une intervention chirurgicale. Troisième dépression, c'est le sillon intertuberculaire, anciennement appelé coulisse bicipitale ou gouttière bicipitale, parce que ce sillon intertuberculaire loge le tendon du long chef du biceps. Il est appelé un sillon intertuberculaire, sillon parce qu'il s'agit d'une dépression linéaire intertuberculaire se situant entre les 2 tubercules majeurs ou trochitaires et tubercule mineur ou troquin. Décrivons dans les détails les 3 saillies, en commençant par la tête humérale. La tête humérale est une surface articulaire, donc chez le vivant, elle est recouverte de cartilage. Elle est sphérique et correspond au tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. Cette tête humérale regarde vers le haut, en dedans et légèrement vers l'arrière. Donc, direction de la tête humérale, c'est vers le haut, vers le dedans et légèrement vers l'arrière. Nous l'avons dit, elle s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula. Le déplacement de la tête humérale vers l'avant et vers le dedans de la cavité glénoïdale définit la luxation gléno-humérale antéro-interne. C'est une luxation qui est très fréquente
et ceci peut entraîner une déformation au niveau de l'épaule. Avec la tête de l'humérus qui va combler le sillon delto-pectoral. Il existe d'autres signes à l'inspection, tels que le signe de l'épaulette, qui correspond à la perte du galbe arrondi de l'épaule et la saillie externe de l'acromion. L'inspection, dans ce cas aussi, avec la tête humérale qui s'est déplacée, va montrer une attitude en baïonnette où le bras est souvent incliné en abduction, rétropulsion et en rotation externe. Toujours lors du déplacement de la tête humérale en dedans et en avant, dans le contexte de la luxation gléno-humérale antéro-interne, l'axe de l'humérus va former avec le muscle deltoïde un angle ouvert en dehors, donnant un aspect qualifié de coup de hache externe. Le déplacement de la tête humérale va nécessiter un acte de réduction, c'est-à-dire remettre la tête humérale dans la cavité glénoïdale. Après réduction, il est indiqué de faire une radiographie pour contrôler est-ce que la tête humérale est bien rentrée dans la cavité glénoïdale. Et au cours de cette radiographie de contrôle, il peut être retrouvé l'encoche de Malgaigne ou île Saxe, qui est un stigmate de la luxation. Il s'agit d'une encoche, donc résultant de l'impaction de la tête humérale sur la glène.